retour dans votre matinale 100% marché, c'est le live TV Finance. On dissèque les facteurs qui réjouissent, qui parfois inquiètent les marchés boursiers en Europe, aux États-Unis et au-delà. Inquiétude toute relative ce matin quand on regarde les niveaux de marché. Un CAC 40 qui affiche une légère baisse, moins 0,16% à l'heure où je vous parle. Et pourtant, il y a bien un thème qui provoque de l'inquiétude de façon récurrente depuis plusieurs semaines, peut-être même depuis plusieurs mois maintenant, du côté des opérateurs de marché. Il s'agit du thème de l'inflation. Cette inquiétude est-elle légitime, justifiée ou alors totalement irrationnelle? Eh bien, ce matin, on va en parler avec un spécialiste de ces questions. Ce spécialiste, c'est Pierre Sabatier. Bonjour à vous, Pierre Sabatier. Bonjour. Merci de contribuer ce matin à notre live TV Finance. Je rappelle que vous êtes économiste, stratégiste de marché, président fondateur du cabinet PrimeView. Rappelez-nous peut-être en quelques mots ce que fait PrimeView au quotidien pour les quelques spectateurs, internautes qui auraient le grand tort de ne pas connaître encore votre maison. C'est un cabinet de recherche économique et financière indépendant, c'est un mot important dans le monde dans lequel on vit, puisque nous n'avons à vendre au final que nos diagnostics et nos recommandations. Sans produit, que j'ai créé il y a une petite quinzaine d'années aujourd'hui et qui accompagne les investisseurs, alors pas particuliers et institutionnels, tous ceux qui font de la gestion d'épargne collective pour optimiser leur stratégie d'investissement, de l'allocation d'actifs au market timing, voire au choix de titres de temps en temps. Alors donc vous êtes stratège, mais ce matin, j'aimerais en fait que vous soyez médecin. Médecin pour poser un diagnostic sur le phénomène de l'inflation. Question toute simple pour commencer, est-ce que l'économie mondiale est actuellement rattrapée par le virus de l'inflation ou alors est-ce qu'il s'agit simplement d'une maladie imaginaire? Dites-nous tout, Pierre. Alors, il y a plusieurs phénomènes lorsqu'on évoque l'inflation. L'inflation, vous savez ce que c'est? C'est l'augmentation des prix. Ça parle beaucoup. Jusque-là, c'est tout à fait clair. Ça parle beaucoup aux gens. Et ce qui inquiète aujourd'hui les investisseurs, parce que c'est vrai que c'est une thématique qui d'ailleurs a entraîné les taux d'intérêt vers le haut il y a maintenant quelques mois. Ils se sont stabilisés depuis, mais juste un chiffre, les taux d'intérêt américains sont passés de 0,5% en fin d'année 2020 à 1,5% au mois de février. Et donc 1% de plus sur les taux d'intérêt, ça veut dire des conditions de financement qui sont beaucoup plus dégradées que par le passé. Donc ça inquiète. Et pourquoi ça inquiète? Eh bien en fait les investisseurs se sont saisis de cette thématique de la résurgence de l'inflation. Alors la réalité c'est que ça serait inquiétant si l'inflation était dans les tuyaux. C'est une expression typique de financier. L'inflation dans les tuyaux, ça veut dire que l'inflation des coûts de production se traduit par l'inflation des prix de vente finaux et in fine se traduit aussi par l'inflation salariale. Et en fait on a une inflation de second tour qui fait que ça nous entraîne dans un cercle, en gros inflationniste d'abord puis hyper inflationniste ensuite. Et pourquoi c'est important sur les marchés, pour que vous saisissiez bien, c'est parce que si jamais c'était le cas, ça empêcherait automatiquement les banquiers centraux de préserver les politiques monétaires très accommodantes qu'elles implémentent maintenant depuis 10 ans, mais encore plus depuis un an. Et là, bien sûr, tous les investisseurs sont en panique, parce que c'est comme si vous enlevez le shoot. En fait, aujourd'hui, en fait, les marchés et les investisseurs sont totalement alimentés, accros aux liquidités injectées directement dans des proportions absolument colossales par les banques centrales. Si jamais elles ne peuvent plus justifier de ces politiques-là, qu'est-ce qui se passera? Grand mystère. On va rentrer dans le dur. Quand on voit, je vais vous dire des choses très simples, mais quand on voit l'explosion des cours des matières premières, le pétrole, mais pas seulement, quand on voit les pénuries diverses et variées sur ces matières premières, le bois, les semi-conducteurs, est-ce que ça, c'est pas les signes tangibles d'une inflation qui serait à nos portes? Alors, l'inflation, elle est là dans les coûts de production, dans le prix des matières premières, pour une raison toute simple. Nous sortons d'une crise historique et inédite, parce qu'elle résulte, hormis les pestes, en fait, les grandes crises sanitaires dans le passé, mais on n'a pas de données d'ailleurs pour les analyser, on sort d'une crise où l'économie a été mise sous cloche, où on a volontairement arrêté de produire pendant un temps. Nous sommes un an plus tard. Évidemment, les chiffres d'inflation sont importants, les prix augmentent très fortement, mais ils augmentent très fortement essentiellement pour des raisons conjoncturelles de deux origines. Un effet de base très positif. Le satané effet de base, j'attendais. Là, l'effet de base, évidemment, c'est à un moment donné, vous affichez en fait des croissances fortes parce qu'à un moment donné, l'année dernière, puisqu'on se compare toujours soit par rapport au mois d'avant, soit par rapport au trimestre d'avant, soit par rapport à l'année d'avant, eh bien vous avez des niveaux qui ont été extrêmement dégradés parce qu'on était au plein cœur de la crise sanitaire. Donc déjà, il y a un effet de base positif. Deuxièmement, sur les prix du bois qui vont éventuellement, évidemment, interagir sur le secteur de la construction. Ça, les gens le touchent du doigt tout de suite. Les prix des matières premières alimentaires, les prix énergétiques, donc du carburant que vous mettez dans votre voiture, surtout qu'a priori, avec les moments de déconfinement qu'on va vivre, vous allez pouvoir l'utiliser pour partir en vacances. Donc tout ça sont des sujets évidemment très sensibles pour nos concitoyens. Mais la réalité, c'est qu'ils sont essentiellement la conséquence de goulets d'étranglement très ponctuels qui viennent du fait qu'on a tout fermé, qu'on rouvre tout,
Et donc évidemment, il y a un effet de rattrapage qui fait qu'à un moment donné, ça coince. Et donc l'inflation du prix des matières premières, elle existe, elle est là pour des raisons conjoncturelles, le temps de tout réouvrir, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'elle est aussi la conséquence d'une spéculation évidente de la part des investisseurs. Parce que la différence fondamentale sur les matières premières, c'est que c'est un actif réel qui interagit dans la vie directement des gens, mais c'est aussi un actif financier. Et vous savez, ce qu'adorent les financiers, c'est les thématiques évidentes à jouer. Et depuis novembre dernier, l'annonce d'un vaccin et donc d'une forme de lumière au bout du tunnel, les financiers ont acheté quoi comme scénario et comme thématique? La fin de la crise. La fin de la crise, donc la reprise forte, parce que la crise était forte, et de manière évidente, qu'est-ce qui en bénéficie au premier chef d'une forte reprise? Eh bien, les prix des matières premières. Et donc, d'un mouvement naturel et légitime qui est augmentation des matières premières parce qu'on remet en route la machine, eh bien, on a exacerbation de la hausse des prix parce que, phénomène spéculatif, parce que c'est une thématique évidente à jouer. Et donc là, on est un petit peu à la croisée des chemins. Pendant quelques semaines, les gens se sont dit, inflation des prix des matières premières, ça va amener de l'inflation généralisée et de l'inflation des salaires, et les banquiers centraux ne pourront pas maintenir leur politique monétaire. Bien heureusement, la raison l'a emporté. Aujourd'hui, les investisseurs sont en train de rentrer dans le rang et finissent par croire finalement les banquiers centraux. Alors la Fed justement, puisque vous parlez des banques centrales, pas plus tard qu'hier soir évidemment, la transition est parfaite, les taux directeurs pourraient être remontés par 2 fois à partir de 2023. Est-ce que ça n'entérine pas un retour effectif de l'inflation? Inflation dont Jérôme Powell a dit qu'elle atteindrait 3,4% cette année. On est bien au-dessus de l'objectif des 2%, objectif des 2% qui existera même en 2022, en 2023. Ça ne valide pas le scénario de surchauffe? Je vous pose une question. 2023, d'après vous, pour un investisseur, c'est un horizon de projection qui est quoi? Infini? Voilà, qui représente presque de la science-fiction. Donc la réalité, c'est que les discours de la Fed, il est extrêmement clair. Il répète toujours les mêmes choses, ce qu'on dit d'ailleurs depuis maintenant de nombreux mois, et c'est pour ça qu'on n'a jamais souscrit au fait que les taux d'intérêt allaient brutalement monter, et eux bien heureusement, parce que sinon vendaient tout. Parce que nos économies, encore une fois, nos marchés financiers, mais nos économies aussi, prenez l'exemple des marchés d'immobilier, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer si jamais les taux qui sont à des niveaux historiquement bas aujourd'hui, qui ont permis en fait au marché immobilier de se tenir, eh bien les taux auraient augmenté d'1%, 1% du jour au lendemain, et bien évidemment on aurait reflux. Donc ni nos économies ni nos marchés n'en sont capables de le supporter. Ce que vous dit la Réserve fédérale, c'est qu'elle ne souscrit pas au fait qu'il y a un risque d'inflation structurelle, durable. La fameuse inflation transitoire. Voilà, et qu'elle est transitoire, d'origine conjoncturelle. Évidemment, les chiffres vont être importants pour les raisons qu'on a déjà évoquées ensemble, mais il ne faut pas s'en inquiéter. Aujourd'hui, de toute façon, les entreprises n'ont pas les moyens de répercuter l'augmentation des coûts de production dans leur prix de vente parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter plus cher. Alors, une question également, est-ce que c'est peut-être la dynamique actuelle à l'œuvre sur les marchés boursiers qui vous ôte peut-être toute forme de doute sur ce caractère effectif de l'inflation? S'il y avait un véritable retour de l'inflation, on devrait avoir des marchés actions qui tanguent, des marchés obligataires qui se tendent, et là, pour le coup, rien ne se passe comme ça sur les marchés. C'est comme ça que vous analysez ce qui ressemble à une contradiction? C'est les marchés qui ont tout compris, les marchés qui ont toujours raison? Non, puisqu'ils ont eu tort au tout départ. C'est eux qui ont porté au nu cette thématique de l'inflation, puisque les banquiers centraux ont toujours été clairs, et nous aussi. Ce n'est pas les marchés qui nous font avoir des convictions, bien heureusement. Voilà, donc les marchés, ils sont dans l'interprétation et dans un métier compliqué tout de même, parce que qu'est-ce que c'est le prix? Question philosophique, un petit peu matinale pour pouvoir l'aborder. C'est dans le médical, là. Bon, on peut aller au philosophique également. Mais qu'est-ce que c'est le prix? Le prix, c'est le rapport momentané entre un désir solvable, donc un désir d'acheter quelque chose et la solvabilité pour concrétiser ce désir en acte. Les marchés financiers, c'est ça. Ils sont toujours finalement en train de se projeter ou d'essayer de se projeter, de comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer, mais au final, leur conséquence, c'est quelle position je prends. J'achète ou je vends. Et la réalité, donc il ne faut pas s'appuyer sur les marchés financiers. Les marchés financiers aujourd'hui, au quotidien, simplement vous font l'état des lieux de leurs impressions, de leurs humeurs. Aujourd'hui, le marché a utilisé la thématique de l'inflation pour pousser les taux vers le haut, mais c'était uniquement une normalisation. Aujourd'hui, se rendre compte qu'il n'y a pas de scénario dans lequel l'inflation pourrait durablement monter et donc les taux durablement monter parce que les politiques monétaires changeraient de braquet. Donc, c'est notre compréhension du monde en termes fondamentaux qui nous pousse à dire, et j'en conclurai peut-être par ça, par dire c'est une inflation conjoncturelle, ça ne peut pas être une inflation durable parce que, attention, l'inflation, c'est pas un concept comme ça sorti du chapeau. L'inflation est une conséquence. Pour qu'il y ait de l'inflation durablement, il faut que la demande augmente durablement. Or, n'oublions pas d'où l'on vient.
On l'a oublié avec la crise sanitaire qui, en fait, nous a déstabilisés quant à nos convictions profondes et les tendances lourdes dans lesquelles on vivait. Aujourd'hui, la croissance potentielle de la plupart des économies riches a tendance à baisser depuis une quinzaine d'années. Ça va se poursuivre, notamment pour des raisons de vieillissement de population. Justement, j'allais vous dire, oui. Si on veut continuer finalement à filer la métaphore médicale, que l'économie mondiale, si j'en crois vos arguments, et bien finalement, aujourd'hui, elle produit ses propres anticorps pour mettre fin à ce prétendu virus de l'inflation. Vous parlez de l'anticorps de la démographie, par exemple, en Europe notamment, en particulier, plus fortement qu'aux États-Unis. La démographie qui serait donc un tue l'inflation. Enfin, la faible démographie, j'entends. Évidemment. D'ailleurs, le vieillissement de la population, pour une raison toute simple, la croissance naît de la consommation des ménages. Vous savez, quel que soit l'endroit du monde, elle pèse entre 55 et 70% de la richesse qu'on crée dans toutes les zones du monde. Donc évidemment, le premier moteur de la croissance, c'est la consommation. Or, la consommation est très fonction de l'âge des gens. Vous savez, il y a quelque chose qu'on partage avec les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Japonais, les Américains. C'est au final qu'on consomme de manière assez stable dans le temps en fonction de son âge. Or, les cohortes d'âge qui vieillissent, au-delà de 55, au-delà de 65, au-delà de 75, ont tendance à consommer de moins en moins. Donc quand vous comprenez les facteurs de fond qui sont le vieillissement de la population, la seule cohorte d'âge qui augmente dans nos territoires sont les classes d'âge des plus de 65 ans. Je vous donne juste un chiffre parce que c'est toujours très éclairant, les gens ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui en France, on est 36 millions de personnes entre 20 et 65 ans. En 2030, on sera 36 millions de personnes, ça ne bouge pas. Les seules cohortes d'âge qui augmentent, c'est les plus de 65. On est 13 millions de personnes aujourd'hui, on sera 16 demain. Anticorps du vieillissement, anticorps de l'emploi aussi, peut-être du sous-emploi, je crois, actuellement. On est loin du sous-emploi et c'est peut-être ça, on est loin du plein emploi, j'entends, et c'est peut-être ça qui va nous qui va nous permettre de ne pas dériver dans cette vague inflationniste, notamment autour des salaires. Donc, croissance potentielle relativement faible pour des questions structurelles qui n'ont rien à voir avec la conjoncture, mais plus avec notre propre évolution. Et le deuxième point, c'est que pour qu'il y ait de la vraie inflation des salaires, il faudrait qu'il y ait la capacité pour les salariés d'instaurer un rapport de force qui soit favorable. Le rapport de force se détermine de trois manières. Premièrement, le taux de chômage. Quand vous prenez le taux de chômage recalculé en fait en réintégrant tous les gens qui sont sortis du marché de l'emploi à cause de la crise sanitaire, notamment aux États-Unis parce que c'est le marché directeur, eh bien la réalité c'est qu'on est au-delà de 8%, alors qu'avant crise on était à 3,5%. Donc il n'y a pas de tension sur le marché de l'emploi, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de tension dans l'outil de production. Le taux d'utilisation des capacités de production au niveau mondial est très inférieur en fait à toutes les moyennes historiques. Donc en gros, nos usines ne tournent pas au global, en prenant toutes les activités à plein, pas suffisamment fort pour générer des tensions inflationnistes. Et enfin, rapport de force, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on se rencontre et je suis en capacité de représenter plus de gens et donc de vous faire plier. Or aujourd'hui, les salariés, notamment avec l'ubérisation du monde du travail, sont de plus en plus dispersés, disséminés, et donc sont en position difficile pour parler d'une seule voix et négocier, entre guillemets, des augmentations salariales. Donc vous comprenez bien qu'à la fois pour des questions structurelles, des questions conjoncturelles, il nous paraît très, très osé de parier sur cette thématique de l'inflation durablement et surtout de coup d'impacter ces allocations d'actifs en fonction. Mais en revanche, et j'en terminerai avec ça, peut-être pas de facteurs inflationnistes, mais en revanche des dommages collatéraux face à ces augmentations des prix des matières premières. Les dommages collatéraux, je crois qu'il faut les trouver, si je vous suis, sur les marges des entreprises, oui. Les hausses des coûts de production, sans hausse immédiatement répercutée sur les prix de vente, sur le pricing power. Et donc si des craintes il y a à avoir, si je vous suis bien, et on conclura avec ça, c'est peut-être sur le potentiel de croissance, qui est peut-être aujourd'hui surestimé, c'est ça que vous nous dites ce matin ? Alors concrètement, il va falloir faire attention dans les mois à venir à un petit grain de sable qui pourrait en gros nous gêner sur les marchés financiers, même si aujourd'hui en fait notre position elle est globalement neutre sur toutes les classes d'actifs. Le plus grand pari qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ne pas en faire, parce qu'on est sur une forme de ligne de crête où les fondamentaux sont bons, s'améliorent, mais que les marchés financiers l'ont beaucoup anticipé. Donc il y a une forme de ligne de crête et en réponse de quoi il faut probablement être proche de la neutralité, de ne pas faire trop de paris tranchés et aller dans le détail, ce que n'aiment pas souvent les investisseurs, c'est-à-dire d'être sélectif à l'intérieur des classes d'actifs et des zones géographiques, plus que de dire on va jouer une grande thématique comme l'inflation. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui pourrait nous gêner, c'est que quand une boîte c'est pas un investisseur, c'est pas un marché financier. Ça ne fait pas des investissements du jour au lendemain, c'est-à-dire que j'achète un jour et je vends le lendemain. Une boîte c'est pas ça. Et notre problème c'est que pour le coup l'augmentation des coûts de production très forte, quelques dizaines de pourcents, parfois le doublement des coûts de production, quand vous êtes une boîte et que vous avez un carnet de commandes plein, parce que c'est le cas aujourd'hui, eh bien vous êtes engagé sur la base d'un modèle économique qui était celui du passé, avec des coûts de production qui étaient moins chers. Et donc vous pouvez vous retrouver en situation difficile, et donc il va falloir regarder avec beaucoup d'attention dans les mois à venir ces boîtes qui pourraient, entre guillemets, pour la première fois depuis très longtemps,
surprendre négativement parce qu'elles n'auront pas eu la capacité à supporter cette augmentation. L'augmentation, c'est pas un problème, c'est qu'elle soit de grande ampleur et surtout très brutale et inattendue de cette ampleur et qui pourrait jouer négativement sur les marges et donc faire que la microéconomie, à savoir que les chiffres diffusés par les entreprises finissent par commencer à être moins en soutien que par le passé. Eh bien, merci à vous Pierre Sabatier, c'est absolument passionnant. Pierre Sabatier, économiste, stratégiste de marché, président de PrimeView et désormais médecin, il l'a appris ce matin. Merci encore pour cette consultation un peu particulière autour de l'inflation. Je vous dis à très bientôt sur ce plateau sur TV Finance.